Bonjour à tous et merci d'être présents du coup, pour cette nouvelle session de webinaire. Tout d'abord, un petit point technique. On a coupé, pour ceux qui n'ont pas encore entendu cette information, on a coupé du coup vos micros par défaut pour simplifier la qualité de la conversation, de la présentation de Vincent qui se présentera juste après. Et également parce que ce webinaire sera disponible en replay pour ceux qui n'auront pas pu y assister en présentiel. Pour tout ce qui va être questions-réponses, je vous laisserai poser ces questions et ces commentaires dans la petite bulle que vous avez en bas de votre écran qui s'appelle Converser. Voilà, si vous avez un petit problème technique, n'hésitez pas également à nous en faire part ici. Driss, qui est avec nous et qui gère cet aspect-là, vous répondra sur ces aspects techniques et essaiera de vous accompagner. Pour le reste, nous allons organiser du coup cet échange en deux grands temps. Tout d'abord, je vais présenter rapidement ce qui coexiste et pourquoi on est là aujourd'hui. Et puis, je laisserai très rapidement la main à Vincent, qui du coup est l'intervenant aujourd'hui sur ces sujets de partenariat ONG entreprise. La plupart d'entre vous, je pense, connaissent un petit peu ce qui coexiste. Donc, coexiste porté par la Cité de la Solidarité Internationale, qui est un incubateur de partenariat ONG entreprise et donc qui vise à faciliter et concrétiser les partenariats ONG entreprise. Ce webinaire est en réponse à vos besoins, ONG entreprise. Vous nous avez fait remonter que vous aviez besoin en fait d'avoir des méthodologies, de vous outiller pour développer vos partenariats ONG entreprises et avoir une visibilité notamment sur ce que sont les partenariats ONG entreprises, quels sont les intérêts de ces partenariats et comment les mettre en œuvre. Donc, c'est particulièrement ce à quoi on va répondre aujourd'hui avec Vincent Ducou-Mudry de Philanthropie Advisor, qui va se présenter donc juste après et qui va vous donner cette visibilité sur en tout cas quelques clés de lecture sur ce que sont les partenariats ONG entreprises, les attentes au-delà des attentes financières de ces partenariats ONG entreprises et qui prendra on prendra un grand temps suite à l'intervention de Vincent pour répondre à vos questions, vos propres problématiques de vos propres projets ou alors de ce que vous aurez entendu dans l'intervention de Vincent. Pour cela, donc, je répète la petite bulle Converser en bas de votre écran. Vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau. Hein. N'hésitez pas dès le début à poser vos questions si vous en avez déjà. Et Cécile, du coup, qui est responsable de la Cité de la Solidarité Internationale, prendra connaissance de vos questions et suite à l'intervention de Vincent, sera votre porte-parole par rapport à ces questions-là. Donc Vincent, je te laisse la main sur ta présentation et qui tu es. Merci à tous. Bonjour à tous et merci beaucoup déjà à la Cité de la Solidarité Internationale et à Coexist de m'inviter à partager un petit peu mon expérience. Effectivement, je vais essayer d'amener un petit peu des apports théoriques, un petit peu une grille de lecture qui n'est pas forcément habituelle sur ce que sont les partenariats ONG entreprises et notamment, je lance ça, voilà. Et notamment sur un petit peu les raisons de ces partenariats et qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière les partenariats qu'il est important d'avoir en tête et de comprendre ou d'analyser pour faire des partenariats solides et qui peuvent se développer et se développer dans la durée et avoir de bons résultats. Je vais commencer par, on va regarder différentes choses. Donc, je vais essayer de parler assez peu de temps pour laisser la place à des questions, à des commentaires et à un échange ensuite. Je vais déjà présenter brièvement qui je suis et ce qui est Philanthropie Advisors, l'entreprise que j'ai montée il y a 8 ans maintenant avec un associé, et ce qui explique un petit peu le pourquoi de cette vision des choses sur le partenariat ONG entreprise. Et ensuite, je vais vous présenter un petit peu les résultats d'une étude qu'on a menée pour
le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU sur les différentes logiques d'engagement de la part du secteur privé pour s'engager dans le milieu humanitaire et développement, avec un focus un peu plus important sur l'humanitaire que le développement, et en regardant quelles sont les différentes modalités d'engagement et illustré par quelques exemples qui montrent les différentes formes que ça peut prendre et les différentes raisons que ça peut prendre. Et ensuite, on laissera la place à une discussion. Alors, Philanthropy Advisors, c'est une entreprise de conseil qui est basée à Genève et à Paris, qui a maintenant 8 ans, et qui fait qui propose tout un ensemble de services à de nombreux acteurs différents du système d'aide ou du système philanthropique. Et c'est en fait, plus que les services particuliers, c'est la place qu'on a dans le système qui va définir ce qu'on peut apporter au système, parce qu'on est en fait au milieu du système en travaillant avec d'une part les entreprises, les fondations d'entreprises, les fondations personnelles, les organisations internationales, les ONG et les bailleurs de fonds traditionnels, et ce qui nous donne une vision des choses assez large, des problématiques et des manières de faire les choses. Et depuis cette place-là, on offre tout un ensemble de services, de conseils, d'accompagnement sur aussi bien de la réflexion stratégique, de la mise en place de partenariats, de la définition de stratégie, de l'évaluation de partenariats, de l'évaluation de stratégie, de développement organisationnel. On aide en fait l'ensemble des acteurs à mieux articuler ces réponses et à mieux articuler ces manières de faire les uns avec les autres, en prenant en compte l'ensemble des acteurs qui sont là. Donc, on travaille aussi bien avec les ONG, les fondations, que les philanthropes individuels, les organisations internationales ou les entreprises, soit à travers leur département CSR que leur fondation, par exemple. Je vous ai mis juste quelques logos de quelques-uns de nos clients. Donc là, il n'y a pas tous nos clients, c'est évidemment les plus gros pour qu'ils soient connus, mais qui montrent la diversité en fait, des acteurs avec lesquels on travaille, aussi bien des entreprises du CAC 40 que des grosses fondations ou des acteurs un peu plus institutionnels comme la Fondation de France, des bailleurs institutionnels comme l'Agence française de développement, l'Union européenne ou la coopération suisse, les grosses organisations internationales et un certain nombre d'ONG avec un réseau et une compréhension large de tout ça. Tout ça pour en venir à, en fait, l'étude en question que je vais un peu vous proposer, qu'on a réalisée il y a maintenant 3 ans en partenariat avec un cabinet américain qui s'appelle j'ai un trou, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ça s'appelle Venture quelque chose, je ne sais plus, je retrouverai le nom. Et c'est une étude qui nous a été commandée par les Nations Unies, qu'on a fait de manière pro bono, par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, dans le cadre en fait d'une recherche pour favoriser les partenariats entre ONG et entreprises. Et l'idée de cette étude, en fait, c'est d'aller interroger un certain nombre d'entreprises qui sont déjà présentes dans le système d'aide, qui ont déjà des partenariats, et d'aller les interroger sur des questions qualitatives pour de la compréhension et sur des questions quantitatives pour aussi essayer de mieux comprendre qui lie des partenariats, dans quel domaine, etc. Et donc, nous, on s'est occupé de la partie plutôt qualitative et de compréhension et de définition des raisons qui amènent les entreprises à se positionner dans ce secteur-là. Et le cabinet américain a plutôt fait la partie de description quantitative des choses, notamment avec un sondage. L'idée de cette étude, en fait, est d'améliorer les choses, d'améliorer la compréhension des acteurs humanitaires, c'est-à-dire ONG et organisations internationales, sur les partenaires qu'ils peuvent avoir en face et améliorer le dialogue qu'il peut y avoir pour constituer des partenariats. Et ça, c'est quelque chose qui résonne avec notre expérience à Philanthropy Advisors, d'avoir travaillé sur beaucoup de partenariats et d'être au cœur du système entre les entreprises et les ONG. C'est que pour qu'il y ait un bon partenariat, pour qu'il y ait un partenariat qui soit fécond, qui soit fertile, qui se développe et qui ait du succès, il faut qu'il y ait une bonne compréhension des enjeux réciproques des parties prenantes. Et les enjeux réciproques vont au-delà des questions éthiques et des questions de responsabilité
de responsabilité sociétale, notamment des entreprises, parce qu'il y a un ensemble d'autres facteurs qui vont être pris en compte pour la philanthropie. Et à ce titre, on voit depuis quelques années une redéfinition stratégique de l'engagement philanthropique des entreprises vers des choses qui correspondent plus à des impératifs business, à des impératifs stratégiques, et moins à une optique de charité et seulement d'avoir un petit à côté sympathique de partenariat et de responsabilité sociale. Et donc, cette étude, l'idée, c'était de décrypter un petit peu ces raisons, et je vais essayer de vous présenter les différentes raisons qui peuvent faire que les entreprises s'engagent et avec quelles modalités qui peuvent être au-delà aussi du financier. Et cette compréhension-là de la part des ONG est cruciale pour nouer les bons partenariats avec les bonnes personnes et sur les bonnes bases avec une compréhension mutuelle et sans qu'il y ait d'objectifs cachés, etc. Il faut qu'il y ait une certaine transparence dans la manière de faire des choses et que les objectifs multiples du partenariat qui se retrouvent sur des modalités de collaboration soient sur la table pour que ça se passe bien. Et de la même manière, du côté des ONG, il y a aussi des enjeux propres au secteur ONG, étant issu du secteur ONG et ayant travaillé longtemps dans des ONG, il y a aussi des enjeux de positionnement des ONG les unes par rapport aux autres, de positionnement stratégique sur des territoires, de positionnement dans le secteur, de part de marché par rapport aux bailleurs de fonds, etc. Des questions d'image, etc., qui sont à prendre en compte dans la manière de nouer des partenariats. Et le dialogue entre les deux parties, il doit être totalement transparent en posant toutes ces choses-là sur la table. Les objectifs stratégiques et business pour les entreprises et les objectifs de positionnement, les objectifs stratégiques pour les ONG, au-delà d'avoir des ressources supplémentaires pour mener ces actions. Et donc, cette étude de cas, elle se termine par une série de recommandations, aussi bien aux entreprises pour améliorer les pratiques qu'au gouvernement et au système humanitaire pour favoriser ces partenariats et aux ONG pour mieux se positionner et mieux comprendre la manière de nouer des partenariats. Alors, les enjeux de l'engagement. Alors, il y a forcément une dimension morale et éthique dans l'engagement, mais ce n'est pas ça qu'on va traiter aujourd'hui, parce que finalement, celle-là, elle est évidente, et c'est ce qui fait qu'on est tous autour de la table aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté d'améliorer des choses ou une volonté de changement qui est à l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les autres raisons qui sont derrière. Et en faisant cette étude-là, on les a catégorisées en quatre grandes thématiques. La première étant le développement des opportunités commerciales, parce que l'engagement avec nouer des partenariats avec des ONG et sur de nouveaux territoires, par exemple, peut d'une part améliorer la compréhension et l'accès à de nouveaux marchés et à de nouveaux territoires. Ça peut être l'occasion de développer et tester des nouveaux produits et des innovations et de faire des tests grandeur nature sur des territoires compliqués, dans des environnements compliqués, qui peuvent valider certaines choses et faire ce qu'on appelle un proof of concept pour une entreprise. Ou ça peut être aussi l'occasion de développer par exemple, j'ai des exemples en tête de développement de solutions pro bono pour une ONG qui va permettre ensuite de le proposer à d'autres types de clients. Donc, il y a toute la dimension accès à des nouveaux marchés, elle ne doit pas être occultée, elle doit pas être cachée et elle doit être sur la table quand c'est le cas. Il y a un deuxième élément qui est l'amélioration on a appelé l'amélioration des actifs de l'entreprise, et les questions d'image, elles vont en faire partie. Donc, il y a l'amélioration de la réputation, de la légitimité de la marque, donc de l'image de la marque, de l'image externe. Il y a l'amélioration des ressources, de la qualité des ressources humaines de l'entreprise, ce qui va être la mobilisation des employés, mais aussi l'amélioration des compétences et de la qualification du personnel, et ce qui va permettre, par exemple, de fidéliser les employés, d'aller chercher les personnes les plus compétentes ou les meilleures pour l'entreprise, en nouant des partenariats, en ajoutant à l'entreprise un petit supplément d'âme qui est la participation à de l'intérêt commun, à des choses qui peuvent être disruptives, intéressantes sur de nouveaux territoires et qui peut
motiver le personnel et qui peut améliorer finalement la qualité des ressources humaines. Ça peut être aussi l'occasion de faire tester des nouvelles choses, de nouveaux processus, et d'acquérir de nouvelles compétences pour les personnels des entreprises. Ça peut être aussi des occasions de renforcer les liens au sein des équipes et le fonctionnement dans des situations d'urgence ou des choses comme ça. Je viendrai sur des exemples ensuite, et là je présente un petit peu le cadre théorique pour commencer. Ensuite, il y a deux autres grandes raisons qui peuvent être des motivations stratégiques pour les entreprises. La première, c'est la réduction des risques et l'atténuation des pertes, et notamment c'est pour les entreprises qui sont présentes commercialement ou au point de vue de la production sur les zones qui sont affectées. Et là, ça peut résonner directement avec la situation actuelle, par exemple, où l'entreprise, pour protéger son business, pour protéger sa possibilité de faire des opérations, elle va protéger ses clients, protéger ses employés des crises qu'il y a autour. Et avec le Covid, il y a la nécessité, par exemple, de permettre aux employés d'avoir un certain niveau de protection aussi bien chez eux que dans l'entreprise pour pouvoir continuer à opérer. Et c'est d'autant plus vrai dans des zones de crise. Et ça peut être aussi protéger sa base de clients, parce que si les clients sont affectés, les clients ne peuvent plus acheter. Et ça peut être aussi protéger sa base de fournisseurs ou ses lieux d'approvisionnement pour pouvoir continuer à avoir des opérations. Et donc, les entreprises peuvent avoir un intérêt à lier des partenariats et participer aux réponses pour finalement protéger ce qu'il y a autour de leur business en termes d'approvisionnement, en termes d'opérations, en termes de réseau de distribution, en termes de vente et en termes d'employés. Ça peut être aussi l'occasion, en fait, de nouer des partenariats et travailler sur de la réponse humanitaire, de développer et tester des processus de contrôle ou des processus de réponse à l'urgence qui peuvent être utiles dans le cadre des opérations commerciales classiques. Et ça peut aussi être l'occasion d'acquérir de l'information et de l'expérience qui est utile à la planification stratégique à long terme sur la gestion des crises futures, sur l'amélioration de la résilience du business, etc. Et là, on est sur des éléments où, en fait, il y a de l'information et des processus et des compétences qui sont présentes chez les ONG qui travaillent sur les crises et qui peuvent être utiles à avoir au niveau des entreprises. Et le dernier élément sur lequel on a creusé, on a trouvé des choses, c'est la possibilité de constituer des relations et des réseaux d'influence par le biais des partenariats. Les ONG, elles vont travailler directement avec les gouvernements, avec les ministères, avec la société civile, avec un ensemble d'acteurs qui ne sont pas forcément les parties prenantes habituelles des entreprises. Le fait de s'associer avec une ONG peut être l'occasion d'avoir accès à ces réseaux-là, d'avoir accès à des réseaux d'influence et à augmenter la taille et la qualité du réseau, notamment sur des territoires nouveaux, avec la possibilité ensuite d'influencer ça pour des raisons business. Donc, c'est les 4 grands éléments qu'on avait décryptés comme étant les raisons stratégiques qui peuvent amener les entreprises à nouer des partenariats et la compréhension de ces raisons stratégiques va être un déterminant sur quel type de partenariat, où, avec qui et dans quelle optique. Mais en même temps, pour que ça soit efficace et que ça marche, il faut que les choses soient posées sur la table directement avec les partenaires potentiels pour qu'il y ait une compréhension et un alignement des objectifs et une acceptation de ces objectifs-là de la part des autres acteurs. Et comme je disais tout à l'heure, de manière équivalente ou parallèle, il faut que les objectifs, au-delà de servir des bénéficiaires pour les ONG, soient aussi posés sur la table de la part des ONG parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de positionnement et des enjeux stratégiques aussi pour les ONG qui évoluent dans un milieu concurrentiel, qui ont des questions de positionnement, d'accès à des ressources, d'accès à des réseaux, d'accès à de l'influence aussi pour pouvoir opérer, se développer, etc. Alors, tout ça va se traduire par différentes modalités d'engagement et on va s'attarder très peu sur le financier qui est le plus classique, c'est-à-dire une entreprise qui va mettre à disposition des fonds
à une ONG ou mobiliser des fonds en interne auprès, par exemple, de ses clients ou de ses employés pour pouvoir les mettre à disposition d'ONG. Mais il y a d'autres modalités qui sont assez intéressantes. Et de la même manière, on a essayé de chercher de manière large et d'interroger de manière large, puis recatégoriser ça en quatre grandes modalités d'engagement qui sont de manière assez classique pour des entreprises, la prestation de produits et de services, c'est-à-dire la mise à disposition de produits ou de services qui sont utiles dans les réponses, qui sont utiles aux ONG. Donc, ça peut être des choses qui sont directement distribuées aux populations, mais ça peut être d'autres choses qui sont utiles à l'architecture de la réponse, qui peuvent être utiles à d'autres éléments dans le système. Et qui sont offerts soit à des prix préférentiels, soit à des prix, comment dire, sans qu'il y ait de marge qui soit faite, soit qui sont carrément offerts aux organisations pour les réponses humanitaires. Là, donc, il y a un ensemble de choses qui sont possibles. Ça peut aller de services de transport à des jerrycans à distribuer, en passant par tout un tas de produits possibles. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre de collaboration. Et avec le bémol qui est que ce genre de partenariat, pour que ça soit utile et efficace, il faut que ça soit des choses qui soient mises en place dans la durée et qu'il y ait une réflexion sur l'utilité de ces choses-là. Et il ne faut pas que ça soit fait au dernier moment quand il y a une crise, mais que ça soit pensé et défini en amont pour que ce qui est offert ou proposé par les entreprises corresponde vraiment aux besoins des organisations et des bénéficiaires, parce qu'il y a aussi dans ce champ-là énormément de dons qui sont de mauvais dons et qui sont des dons inutiles dans les systèmes de réponse et qui parfois vont même être un frein à la réponse parce que c'est des choses qui ne sont pas bien calibrées, qui ne sont pas au bon endroit, qui ne sont pas dans la bonne temporalité, qui ne sont pas adaptées aux réponses, etc. et qui vont engorger les systèmes d'aide. Et il y a certains exemples qui nous montrent que ça peut être le cas. Et pour la petite histoire, avec mon associé avec qui on a créé Philanthropy Advisors, on est deux anciens de Médecins sans frontières et on est passé par d'autres ONG aussi. La réflexion sur la création de Philanthropy Advisors et la raison de la création de Philanthropy Advisors, elle s'est faite après la réponse à Haïti, au tremblement de terre à Haïti, où on s'est rendu compte qu'il y avait un afflux d'aide de la part du secteur privé, que ce soit en biens, en services ou en désir de faire des choses, et qui était très souvent mal calibré et qui était très souvent inutile malgré les ressources qui étaient mises sur la table et qui, la plupart du temps, n'avaient pas d'impact. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait justement pas la réflexion en amont sur comment faire les choses de manière structurée et construite avec les différents acteurs. Et nous, on s'est dit, on va créer une entreprise qui va permettre de répondre à ça, justement, et à améliorer l'impact et l'efficacité de ce qui est proposé par le secteur privé en proposant notre compréhension et notre aide sur la manière de faire les choses en amenant de la compréhension des contextes humanitaires, des besoins, des systèmes de réponse, des ONG, des systèmes de coordination, etc. Ensuite, la deuxième manière de nouer des partenariats, ça peut être sur l'amélioration des activités internes des organisations humanitaires. Ça peut être sur de l'offre de services ou de conseils techniques, d'appui sur des processus internes aux organisations et aux organisations humanitaires, que ce soit organisations internationales comme ONG, qui peuvent avoir des besoins d'amélioration de choses que le secteur privé sait bien faire, sait mieux faire en termes de processus, en termes de management, en termes de stratégie, de gouvernance, des choses que le secteur privé peut amener, peut offrir. Et il y a beaucoup d'exemples de collaborations très réussies là-dessus, avec parfois même par exemple de la formation interne qui est proposée par une entreprise et une ONG sur des choses différentes. L'ONG va faire de la formation interne sur de la réponse à l'urgence
et l'entreprise va former les gens de l'ONG à du management, par exemple. Et j'ai, par exemple, à l'esprit un partenariat entre la Fédération internationale de Croix-Rouge et Airbus, qui, de manière croisée, forme son personnel. Airbus, qui a des centres de formation et qui est une énorme boîte, donc qui a de la capacité de formation, qui va former les cadres de la Fédération Croix-Rouge sur du management. Et la fédération va former du personnel d'Airbus à de la réponse à des situations d'urgence, par exemple. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé dans les modalités d'engagement les opérations commerciales dans les zones touchées par les crises. Il y a tous les éléments de relance des opérations commerciales dans les crises, dans les zones qui sont affectées par les crises, où l'assistance va permettre de restaurer en fait le système économique, le système social, le système politique dont a besoin une communauté qui est affectée. Et ça va parfaitement correspondre à la restauration, par exemple, des filières de distribution pour certaines entreprises. Je vais vous donner juste un petit exemple comme ça. S'il y a un cyclone aux Philippines, tant que les petites boutiques qui vendent du Coca-Cola ne sont pas à nouveau debout, Coca-Cola ne vend pas de Coca-Cola. Donc, Coca-Cola va avoir intérêt à aider le système pour que l'économie soit restaurée, pour que le business puisse reprendre. Mais ça peut être aussi sous la forme de plaidoyer pour réouvrir des frontières, d'assistance au pouvoir public sur le rétablissement des structures, des infrastructures, etc., qui vont permettre, d'une part, au système humanitaire ou au système de réponse d'opérer et aussi au business de reprendre. Et enfin, la dernière modalité d'engagement, qui est la plus simple, c'est la contribution financière. Mais il y a une chose qui est intéressante avec la contribution financière, c'est qu'il y a deux choses à voir sur la contribution financière et les besoins financiers des ONG. Il y a une question de quantité de ressources, mais il y a aussi une question de qualité de ressources. Sachant que les contributions financières, les subventions ou les contrats de financement acquis auprès de bailleurs publics sont assortis d'un certain nombre de conditions d'utilisation et d'objectifs d'utilisation, et ça va être de l'argent qui va être dépensable à tel endroit pour telle chose, etc. Les entreprises qui financent des ONG vont pouvoir permettre aux ONG d'amener de la flexibilité et d'amener des financements là où il est difficile d'avoir des financements de la part des pouvoirs publics. Et donc, du coup, cette qualité de financement, elle peut être très intéressante par les ONG. Donc voilà un peu les quatre grandes familles de raisons d'engagement et les quatre familles de modalités d'engagement. En fait, ensuite, la question, c'est que chaque entreprise doit se poser la question, quelles sont ses raisons stratégiques pour s'engager et quelles sont les modalités les plus adaptées à ce qu'elle veut faire. Est-ce que c'est en aidant les processus internes d'une ONG en mettant à disposition du personnel ou récolter de l'argent en interne avec l'entreprise qui va matcher la donation pour une contribution financière, etc. Mais ces questions-là, en fait, il faut qu'elles soient en amont de la décision de faire un partenariat ou de voir quel partenariat on fait. Et de manière équivalente, il faut que les ONG puissent se poser les bonnes questions sur que veulent leurs partenaires, qu'elles comprennent ces raisons-là et qu'elles acceptent ces raisons-là comme étant des raisons qui peuvent permettre de nouer les partenariats. Je vois que le temps avance assez rapidement. Je vais très rapidement présenter quatre études de cas ou exemples. Le premier, c'est Mastercard avec Save the Children au Yémen, qui fournit à Save the Children une infrastructure non financière à base de cartes qui va permettre de donner des cartes de paiement aux personnes assistées et qui va permettre de simplifier en fait la manière de délivrer l'aide avec des cartes qui sont des cartes prépayées avec un montant qui est défini par différents critères d'éligibilité pour la personne pour l'accès à des biens essentiels. Et ces cartes-là vont être utilisables pour acquérir des biens essentiels
pour les populations qui en ont besoin, ce qui va permettre de simplifier l'aide, d'améliorer l'efficacité de l'aide avec Mastercard qui va fournir ça gratuitement à Save the Children. Et là, on se pose la question, pourquoi est-ce que Mastercard fait ça? Alors du coup, il y a différentes raisons. Il y a des raisons d'engagement de ces salariés qui sont très contents de faire des choses qui ont du sens et donc du coup qui vont être motivés pour le faire, etc. Ça va être aussi tester des nouveaux moyens d'intervention sur des territoires compliqués avec, par exemple, des bornes de paiement qui ne sont pas reliées au réseau Internet, etc. Donc il y a une partie innovation, etc. Et il y a une partie développement d'opportunités futures, sachant que ces personnes-là, un jour, ne seront plus des réfugiés, reviendront à une vie normale et elles auront peut-être une carte de crédit Mastercard qu'elles auront de manière commerciale, ce qui permettra à Mastercard de développer ses activités commerciales. Juste une petite réflexion, si on veut que les entreprises s'engagent à long terme et sur des moyens substantiels, il faut qu'elles y trouvent aussi leur compte et il faut que les ONG comprennent cette dynamique-là. Moi, je viens d'une entreprise qui s'appelle Philanthropie, que j'ai créée une entreprise qui s'appelle Philanthropy Advisors et j'ai coutume de dire, mais finalement, la philanthropie, elle n'existe pas parce que personne ne fait les choses par pure philanthropie. Il y a de toute façon toujours des éléments autres à prendre en compte et des enjeux autres à prendre en compte, que ce soit de la part des États, des individus, des entreprises ou des ONG pour faire les choses. L'exemple suivant, c'est un exemple plus sur la restauration des infrastructures de fonctionnement et la prévention des urgences. C'est une fondation qui s'appelle la Fondation Telma à Madagascar qui, en fait, coordonne le secteur privé à Madagascar pour améliorer la capacité d'anticipation et de réponse aux crises avec la participation à des exercices de simulation de crise, à un soutien à l'écriture d'un plan de contingence au niveau national auprès des autorités et un certain nombre d'éléments qui sont mis à disposition en fait, des autorités des ONG pour pouvoir gérer les crises, notamment sur tout ce qui est infrastructure de communication, tout ce qui est diffusion de messages, tout ce qui est mise en cohérence et en relation d'acteurs, et ce qui va permettre à l'ensemble du système d'être plus résilient et d'améliorer la rapidité de réponse, et ce qui va permettre pour les entreprises d'améliorer la rapidité de retour à la normale pour le business normal des entreprises. L'exemple d'après, c'est un exemple assez connu et documenté. C'est une alliance entre les 4 plus grosses sociétés de logistique internationales, qui sont, ou 4 parmi les plus grosses, on va dire, UPS, Maersk, Agility et DP World, qui, depuis quelques années, ont créé une plateforme commune avec le cluster logistique des Nations Unies, donc c'est-à-dire l'élément de soutien à la logistique globale des réponses humanitaires qui est porté par le Programme alimentaire mondial et qui va mettre à disposition du système humanitaire, du personnel et des compétences et des réseaux pour améliorer les réponses. Et c'est devenu un élément extrêmement structurant, par exemple, dans la culture de l'entreprise, d'une entreprise comme UPS, avec un taux de rétention de ses employés, un taux de satisfaction et de motivation des employés qui est largement supérieur à la moyenne parce que il y a une participation forte là-dedans et du personnel qui est déployé sur les situations d'urgence pour faire tourner un port, faire tourner un aéroport, pour gérer du fret, pour aider à tout ce qui est procédures douanières, etc., pour améliorer la rapidité de réponse du système humanitaire en termes de logistique et d'apport de fret sur les situations d'urgence. Ça fait pas mal d'années que c'est en place, ça marche très bien, et c'est un apport essentiel à l'heure actuelle pour la logistique, la grosse logistique humanitaire, et c'est un élément structurant de la culture d'entreprise de ces entreprises-là, et c'est très présent dans les entreprises, et c'est une fierté pour les employés de ces entreprises-là. Le dernier cas, c'est un cas un peu plus classique. La plupart des cas, enfin les cas que je vous propose là, je vous en parle parce que c'est des cas sur lesquels on a travaillé, notamment ça c'est des programmes qu'on a évalués. C'est un cas beaucoup plus classique de la Fondation Sanofi Espoir qui finance de la formation continue pour les sages-femmes à différents endroits, notamment
en Tanzanie en partenariat avec l'Association canadienne des sages-femmes et qui permet d'avoir des financements qui sont aussi bien sur du renforcement structurel que sur de la réponse et qui permet de changer le dialogue qu'il peut y avoir entre la profession de sage-femme et le reste du système de soins en Tanzanie, et ce qui permet d'améliorer la place et le rôle des sages-femmes et du coup d'améliorer grandement la mortalité maternelle et infantile liée à ça. Et là, c'est une question voilà, de qualité de financement qui va permettre d'aller au-delà de ce qui est finançable par des financements institutionnels et qui va permettre d'avoir un impact qui est autre au niveau d'un territoire. Et je vais m'arrêter là parce que je parle trop et on passe aux commentaires et aux questions. Oui, super, merci Vincent pour nous avoir donné du coup toute cette visibilité sur les intérêts, les objectifs de chacun à créer des partenariats ONG entreprises qui dépassent, comme tu l'as bien illustré, le mécénat financier ou en tout cas l'intérêt financier. Donc, on a déjà quelques questions. Cécile, je te laisse la main du coup pour les questions qui ont été posées. Merci. Ça marche. Alors, quelques questions et puis quelques témoignages aussi, je crois. Alors, une première question d'Angela qui nous dit... je l'ai perdu en route, qui nous dit qu'en est-il justement de la politique de RSE des entreprises. Alors je crois que cette question est apparue lorsque tu décrivais justement les différentes modalités d'engagement. Donc j'imagine que peut-on considérer finalement que les politiques RSE sont déjà une forme d'engagement de la part des entreprises ? Ah oui, c'est une forme d'engagement et la plupart des entreprises qui en fait nouent des partenariats plus stratégiques comme ça définissent cet engagement-là comme étant faisant partie d'un tout et aussi de la RSE. C'est aussi une partie de la RSE, mais avec une vision plus stratégique à ça et qui est en parallèle d'autres éléments de RSE. Et ce que je disais au départ, c'est-à-dire que là, je me suis concentré sur les éléments qui sont au-delà de la responsabilité sociale ou des questions éthiques ou morales de l'engagement, mais essayer de voir où est-ce que ça peut se combiner avec des éléments plus stratégiques pour une entreprise et donc du coup qui peuvent être des choses plus structurantes, plus larges, avec plus de moyens, etc., que seulement la vision responsabilité sociale. À partir du moment où cette responsabilité sociale est mise en parallèle d'objectifs stratégiques, on arrive à avoir des choses qui sont plus substantielles et qui sont plus importantes et plus structurantes, concrètes. En fait, et plus concrètes. Ouais. D'accord, merci. Je pense que ça a répondu à la question d'Angela. Une deuxième question sur le fait finalement que les cas que tu as présentés semblent concerner uniquement donc, une forme d'aide de la part des entreprises vers des ONG pour des actions donc, humanitaires. Et la question de Victor, c'était mais quid justement des ONG qui rémunéraient des entreprises plus locales finalement? Alors, là, c'est des exemples effectivement basés sur l'humanitaire. Moi, je viens du milieu humanitaire d'urgence à la base. On travaille beaucoup sur les questions humanitaires à Philanthropy Advisors. On travaille aussi sur des questions beaucoup plus développement ou des questions sociales aussi en France, en Suisse, en Angleterre, etc. En fait, là, c'est simplement pour montrer une certaine logique. Et on se rend compte aussi, par exemple, avec la crise actuelle, la crise sociale qui arrive, la crise sanitaire qui est en cours, etc., que cette logique-là, en fait, d'action d'une entreprise dans le milieu où elle opère et pour des raisons qui sont des raisons stratégiques, elle est la même. Et les raisons qui sont citées sur de l'humanitaire peuvent être les mêmes raisons qui sont là pour de l'intervention plus locale auprès de structures locales sur des choses qui sont petites comme des choses qui sont grosses. Alors là, les exemples, effectivement, c'est des exemples proéminents avec de grandes entreprises au niveau international, etc., avec de grosses ONG, des organisations internationales, etc. Mais c'est exactement la même logique avec des acteurs plus petits. Et à Philanthropy Advisors, on travaille avec des TPE, avec des PME, avec des petites ONG, et on est exactement sur les mêmes logiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a derrière, c'est les raisons, et ces raisons-là, elles peuvent être les mêmes à différents niveaux et sur différents territoires. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y a une question suivante sur
sur les motivations et intérêts, ça me fait rebondir sur ça, selon la taille de l'entreprise. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire finalement. Alors, je pense que les choses sont, les motivations vont être les mêmes de manière générale. Après, c'est une question de gouvernance aussi, c'est-à-dire que dans une plus petite entreprise, il va plus facilement y avoir un engagement fort des dirigeants parce qu'il y aura une gouvernance moins complexe, moins de parties prenantes, pas forcément d'actionnaires, etc., qui vont permettre plus de flexibilité, de faire plus de choses. Mais après, ça dépend aussi, enfin, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté d'une entreprise. Et même les grosses entreprises, de toute façon, ne sont pas des monolithes avec seulement la rationalité économique comme seul horizon. Il y a un ensemble de personnes à différents endroits dans la gouvernance qui vont avoir à cœur à pousser certaines choses de responsabilité sociale et qui vont avoir certaines visions stratégiques qu'on va pouvoir voir à exploiter. Et d'ailleurs, une des recommandations en fait, de cette étude, c'était de dire qu'il fallait impliquer de toute façon, pour tout ce genre de choses, le plus haut niveau de gouvernance d'une entreprise pour que les choses soient faites de manière intelligente, structurante et structurelle sur ce genre de choses et qu'elles aient vraiment la portée et du sens, aussi bien pour l'entreprise que pour ses partenaires. D'accord. Donc, il n'y a aucune proportionnalité, lien de Non. cause à effet entre la grandeur et la motivation. Non, non. C'est beaucoup plus profond. Alors, Christelle a posé une question, mais je pense que c'est à l'unisson à la CSI, puisque je me posais aussi cette question, en fait, de la temporalité. Là, on parle de l'urgence, on parle de cas de crise humanitaire, où la contrainte du temps est cruciale. Or, les partenariats ONG d'entreprise, on est sur une temporalité qui est différente, on est sur du long terme et tu l'as dit, je crois, pour pouvoir agir en urgence, finalement, il faut que le partenariat ait été préparé en amont. Donc voilà, comment tu te positionnes à ce niveau-là? Alors moi, je viens j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle humanitaire chez Médecins Sans Frontières, qui est une organisation qui est très bonne dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'elle est prête à intervenir. Et effectivement, c'est très souvent au moment où il y a une crise qu'il y a une volonté de faire des choses, mais c'est en amont des crises, c'est entre les crises qu'il faut créer des partenariats, qu'il faut discuter des choses et qu'il faut mettre en place des choses pour que ça soit utile, efficace au moment des crises. Et en fait, quand il y a une crise, c'est peut-être l'occasion de se poser la question, on veut faire quelque chose, mais on pense à la crise d'après, finalement, en mettant en place les modalités de collaboration. La construction d'un partenariat, c'est apprendre à se connaître, c'est se découvrir, c'est apprendre à mettre sur la table les contraintes et les objectifs de chacun. Et donc, du coup, ça prend du temps. Et il faut vraiment que ces choses-là se fassent dans la durée pour que ça soit efficace. La réponse à une crise n'est qu'un petit moment de la vie du partenariat, finalement. Et le partenariat, il doit être en place pour permettre ça au moment où ça arrive. Et une bonne réponse d'urgence, c'est une réponse qui a été préparée, c'est une réponse où les modalités de la réponse sont en partie définies, etc. Et donc, du coup, il faut que ça soit mis dans la durée. Mais le problème, c'est que très souvent, ces questions-là disparaissent du radar entre les crises. Et c'est au moment où il y a une grosse crise médiatique, etc., où il y a de l'émotion au niveau aussi bien des dirigeants que des employés, que des clients, de tout ça, qu'on on va se poser la question de faire les choses alors qu'il faut que ça soit construit dans la durée. Et les exemples dont je parlais, c'est des choses qui sont mises en place sur la durée. Donc ça, c'est une autre recommandation, Vincent, en plus d'impliquer le plus haut niveau de l'entreprise ou de l'organisation de l'ONG, de préparer en amont, de bien voir que c'est quelque chose, dans tous les cas, de moyen terme qu'il faut préparer et pour lesquels il faut se poser toutes les questions que tu nous as citées au début, de l'objectif, de l'intérêt et de bien poser ça en amont, quoi. Il y avait d'autres questions. Une question, alors je vois trois, juste Cécile, j'ai vu cette question-là sur la question de l'high-tech ou l'innovation, en tout cas dans les partenariats ONG entreprises. Une question donc de Lucien, Hydraulique Sans Frontières, et Charlène, Innovaya. Donc les entreprises s'orientent souvent vers des produits de plus en plus sophistiqués, pour créer de la valeur ajoutée à leur offre sur les marchés parfois saturés. La connaissance des besoins des populations les plus défavorisées ouvre les possibilités de nouveaux marchés avec des produits simples et bien adaptés aux besoins. Une coopération ONG-entreprise peut permettre de développer et de promouvoir des produits et services adaptés aux pays pauvres.
Pour l'entreprise, la rentabilité peut s'appuyer sur des volumes à défaut de fortes marges sur chaque produit. Il faut promouvoir l'innovation frugale. Je suis tout à fait d'accord. Si tu avais Si je un peux avis ou commenter un un petit peu sur exemple, oui. si je peux commenter un petit peu sur les questions d'innovation. L'innovation dans le secteur du développement ou même de manière générale, c'est un peu un buzzword du moment. Tout le monde veut faire de l'innovation, etc. Et il y a un tropisme vers le pilote à l'innovation, aussi bien de la part des ONG que des entreprises qui veulent faire des choses avec des ONG, etc., à proposer du plus technologique, plus technologique, plus technologique. La plupart des besoins ne seront pas comblés par des choses qui sont purement technologiques. Et c'est souvent des solutions low-tech mais intelligentes et adaptées vraiment aux besoins dont il y a besoin. Et effectivement, pour les entreprises, dans tout un tas de marchés émergents qui peuvent être intéressants commercialement, ce n'est pas par l'innovation, mais par la diffusion de produits vraiment adaptés aux besoins qu'il y a des opportunités commerciales. Il y a énormément de projets innovants avec des nouvelles technologies qui sont utilisées, etc. La plupart d'entre elles sont juste un pilote où on va bien regarder, on va mettre en place quelque chose de technologique, on va dire c'est super, etc. Et ça n'ira jamais plus loin. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas adapté au milieu et c'est un cas d'école dans un laboratoire qui n'est pas réplicable à plus large échelle, etc. Et donc, du coup, il faut faire attention à l'innovation. Après, l'innovation, ce n'est pas forcément la technologie. L'innovation, elle peut être aussi dans les pratiques, ça peut être de l'innovation sociale, ça peut être d'autres formes d'innovation auxquelles il faut penser aussi. Mais il y a des choses de high-tech et des disruptions technologiques qui ont été à l'œuvre dans les pays du Sud et qui sont intéressantes à regarder. Par exemple, en Afrique, on est passé de pas de téléphone filaire à téléphone portable. C'est-à-dire il y a une étape qui n'a pas été prise. Et de cette révolution-là, finalement, il est arrivé certaines choses de révolution technologique, finalement high-tech, sur tout ce qui est la financiarisation et le secteur bancaire lié au téléphone portable. À l'heure actuelle, dans la plupart des pays d'Afrique, on paye avec son téléphone, on échange de l'argent avec son téléphone et son compte en banque, c'est son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accès au secteur bancaire et finalement, ça, c'est une disruption technologique et une innovation qui a été amenée, qui est sur le marché. Donc, il y a quand même des solutions technologiques qui peuvent améliorer les choses. Et ça a grandement amélioré l'accès aux financiers, à la capacité à développer des activités économiques, etc., pour une partie de la population. Donc voilà, il y a des éléments positifs, des éléments négatifs, mais il ne faut pas aller bille en tête sur innovation, technologie, parce que ce n'est pas forcément ce qui correspond aux besoins. Tout à l'heure, je parlais de la question des cartes Mastercard là, pour l'innovation, en fait. La vraie innovation, là, elle n'est pas la carte pour payer des choses. L'innovation, elle est dans la manière dont on va apporter de l'aide. Au lieu de distribuer des choses, on va distribuer à la population les moyens d'avoir ces choses-là. Et donc, du coup, on va favoriser le business local parce que les gens vont acheter à des vendeurs locaux. On va favoriser la résilience du système économique parce qu'on va, au lieu d'amener du matériel, on va amener la possibilité d'acquérir ce matériel-là. Et donc, la vraie innovation, elle est là-dessus, finalement. Et elle n'est pas sur la carte bancaire qui est plus une innovation depuis plusieurs décennies. Merci beaucoup. J'ai une autre question sur… alors, dans ce que vous avez montré, on ne voit pas bien quelles sont les relations financières entre les acteurs privés et associatifs. Si les ONG financent les entreprises, alors il s'agit moins de partenariats que de prestations. Pouvez-vous préciser le point? Alors, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de modalités financières, c'est-à-dire qu'il y a de transferts directs entre entreprises et ONG, mais il y a aussi des modèles où, par exemple, il y a besoin de créer un produit spécifique pour les ONG, notamment un produit spécifique informatique ou une infrastructure pour du financier ou des choses comme ça, qui va être développé pro bono par l'entreprise et ensuite l'accès au service pour l'ONG va être payant. Il peut y avoir des modèles hybrides comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toute la gamme des choses qui est possible. Effectivement, si c'est l'achat par une ONG d'un produit ou d'un service directement à une entreprise,
ça ne tombe pas sous le coup de ce dont je parle. Ça, c'est le procurement normal d'une ONG qui va acheter un ensemble de biens et de services pour pouvoir fonctionner. Là, on parle effectivement de partenariat où il y a mise à disposition de ressources par les entreprises pour les ONG. Et de manière en parallèle, l'ONG va mettre à disposition certaines choses à l'entreprise, de l'accès à l'information, de la possibilité de tester des choses, d'accueillir du personnel de l'entreprise. Il peut y avoir plein de choses qui sont développées. Et du coup, le partenariat, effectivement, là, on ne parle pas d'achat de biens et de services. Merci. Je pense que ça répond à cette dimension un peu économique. On a une autre question qui vient d'arriver. Donc, quel conseil, donc ça rejoint un peu finalement les recommandations, tu nous en as cité quelques-unes. Là, il y a une question particulière par rapport à ça. Quel conseil en matière de stratégie pour approcher les filiales d'entreprises françaises à l'international? Quel conseil donnerais-tu par rapport à ça? Alors ça dépend de la manière dont la gouvernance de l'entreprise est structurée. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins centralisées sur ces questions-là. Il y a des entreprises qui sont complètement décentralisées par rapport à ça. Pour avoir travaillé avec des gros groupes, souvent en interne, c'est pas très clair. Et du coup, d'avoir travaillé avec des grosses fondations d'entreprise, une des questions, c'était aussi de restructurer, de stratégiser l'approche globale de l'entreprise à travers ses filiales, etc. Et c'est pas toujours clair où sont les centres de pouvoir et de décision, même pour l'entreprise elle-même. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut aller… ça dépend sur quoi, ça dépend pourquoi, ça dépend dans quelle optique, etc. Ça dépend aussi quelle est la raison business qu'il peut y avoir derrière la possibilité de partenariat pour l'entreprise. Si c'est une question d'image internationale pour l'entreprise, il faut aller voir au niveau du siège. Si c'est une question pour l'entreprise d'améliorer son insertion dans le tissu social ou l'acceptation sociale dans le pays, c'est la filiale qu'il faut aller voir. Ça va dépendre qu'est-ce qu'il y a comme enjeu pour l'entreprise, où sont les enjeux, quel est le type de partenariat qui est recherché, etc. D'accord, donc ça demande, en fait, chaque organisation va être différente et il faut d'abord du coup mieux connaître quelle entreprise ou quelle ONG on veut toucher pour pouvoir justement avoir la bonne stratégie d'approche, si j'entends bien. Tout à fait. Et je pense que en fait, les éléments que je vous donne, c'est pour vous dire, en fait, il faut se poser des questions. Il faut essayer d'analyser tout ça avant de prendre des décisions et de voir comment approcher, pour une entreprise, comment approcher les ONG, pour les ONG, comment approcher les entreprises. Et donc, du coup, il faut essayer de décrypter qu'est-ce qu'il y a autour, quels sont les enjeux qu'il y a autour et quelles peuvent être les choses. Je vois la question d'après qui fait référence justement à la question de financement et de transfert financier, etc. Effectivement, dans le cadre de ce dont je parle, il y a une partie des choses qui est en dehors du cadre du mécénat. Par exemple, Mastercard, là, ne le fait pas à travers une fondation, etc., ne le fait même pas à travers son CSA, le fait à travers sa direction de développement commercial et considère ça comme des coûts de développement commercial. Elle ne va pas demander de déduction fiscale par rapport à ça. Et donc, du coup, il y a certaines choses, effectivement, qui vont être catégorisées comme étant du mécénat et d'autres choses qui vont ne pas être du mécénat parce que ça va être des choses qui vont être plus stratégiques et plus commerciales pour l'entreprise. Et donc, du coup, après, il y a effectivement une certaine difficulté pour l'entreprise d'essayer de décrypter qu'est-ce qui est éligible à du mécénat et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça peut être utile de se rapprocher de l'administration fiscale justement pour bien définir qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire et quels sont les leviers d'incitation fiscale qui sont utilisables et qui ne le sont pas dans le cadre de ce qu'on fait. Merci encore. Alors, j'ai l'impression, Cécile, tu me corriges si jamais, j'ai l'impression qu'on a en tout cas vu et échangé sur les différentes questions qui ont été posées. Si vous avez des questions complémentaires, je vous laisse les intégrer toujours pareil. Alors, Anne-Sophie Douza qui a une question. Les ONG n'ont-elles pas un rôle clé à jouer
mettant en évidence des besoins pour lesquels elles ne se trouvent pas de solutions en local et pour lesquels des solutions pourraient être recherchées en lien avec des écosystèmes d'innovation français. N'y a-t-il pas un enjeu à ce que les ONG entrent certains pôles et clusters pour impulser une dynamique d'innovation et d'exportation plus adaptée? Donc, on revient à la question de l'innovation encore une fois. Tout à fait, mais c'est justement ça ce que peuvent aller chercher les entreprises auprès des ONG, c'est une capacité à comprendre les besoins, comprendre les tendances, comprendre les terrains, etc. Quand je parlais au départ, dans les enjeux, c'est explorer ou de nouveaux marchés, etc. pour l'entreprise, ça veut dire que les ONG doivent aussi aller chercher les bonnes personnes pour leur demander de faire ce qu'elles pensent qui est bon de faire. Et c'est là le sens d'un partenariat. Et donc, du coup, effectivement, les ONG, leur rôle, c'est de comprendre le terrain, de comprendre les besoins, etc. Et ça peut être aussi d'aller voir les entreprises qui sont les mieux placées pour répondre à ces besoins-là, pour les populations en question. Et Hydraulique sans frontières, du coup, le sien de l'Orne te rejoint également là-dessus, en donnant un autre exemple, celui des installations solaires qui permettent l'électrification sans développement de réseaux fixes. Tout à fait. Merci. Moi, j'avais une question également. Je ne vois pas de nouvelles questions apparaître. Donc, peut-être pour clôturer, hein, on voit qu'on tient le timing. On a choisi une version plutôt courte et on aura d'autres sessions de webinaire pour répondre à vos questions et voilà, qu'elles soient théoriques ou plutôt pratiques de vos projets. Peut-être pour clôturer, justement, tu as parlé quelquefois de certaines recommandations. Est-ce que tu pourrais nous donner une visibilité globale de 4, 5 recommandations? Je ne sais pas si vous êtes allé sur 5 recommandations, mais est-ce que tu aurais un certain nombre de recommandations de manière générale à nous communiquer? Alors, j'ai déjà parlé de certaines recommandations. Les recommandations pour les ONG, c'est déjà a priori d'avoir ces éléments-là en tête avant de nouer des partenariats, mais c'est aussi interroger leurs possibles partenaires sur ces questions-là pour mieux comprendre où elles veulent aller, où est-ce qu'elles vont. C'est être transparente sur les enjeux, sur les enjeux propres de l'ONG, les enjeux de positionnement, d'avancée technologique, de maîtrise de certaines techniques, de part de marché, de positionnement, de positionnement par rapport aux bailleurs publics, de tout un ensemble d'éléments. Ça, il faut que ça soit mis en place. Une recommandation pour les ONG et leurs partenaires, c'est ne pas évaluer que les projets qui sont faits, mais évaluer les partenariats. C'est-à-dire, de temps en temps, faire une évaluation complète du partenariat, ce qu'elle apporte, quels sont les objectifs, est-ce que les objectifs globaux ont changé, est-ce que la compréhension des choses vont changer, etc. Et ça, c'est important pour renforcer les partenariats et pour être toujours dans une recherche d'articulation sur les bonnes choses avec ses partenaires. Des recommandations pour les entreprises, c'est d'essayer de comprendre, mesurer et catégoriser quels sont les apports que cela amène à l'entreprise au-delà des questions morales. C'est-à-dire essayer de définir et mesurer qu'est-ce que ces partenariats-là vont apporter à l'entreprise, de le mesurer, de l'expliciter et de le partager. De le partager avec les autres et d'être transparente par rapport à ce genre de choses. Il y a un petit témoignage peut-être pour clôturer, mais qui montre les difficultés finalement mutuelles que les ONG rencontrent et les entreprises également. Donc Charlène qui nous dit que voilà, justement la difficulté est également du côté des entreprises qui rencontrent des difficultés pour nouer ce type de relation de confiance avec des ONG et qui ont des difficultés à faire comprendre tout simplement qu'ils peuvent même en tant qu'entreprise être partenaires pour co-construire des projets et peut-être pas seulement les financer ou apporter une contribution financière. Alors effectivement, après, tout n'est pas simple, mais je pense que des deux côtés, en fait, les mentalités évoluent sur la manière dont une partie voit l'autre et de plus en plus, il y a la possibilité de se comprendre et de poser vraiment les choses sur la table pour trouver des solutions ensemble. Après, c'est des univers avec des jargons, avec des optiques qui sont différentes au départ. Mais moi, ce à quoi j'assiste, c'est un alignement de plus en plus important
sur la possibilité de construire des choses. Donc, il y a encore du travail, il y a encore pas mal d'appréhension d'un côté comme de l'autre sur l'autre partenaire, mais les choses évoluent, les choses avancent et il faut qu'elles avancent et il faut aussi montrer les bons exemples et montrer ce qui marche pour pouvoir faire avancer l'ensemble des deux secteurs sur ces questions-là. Est-ce que par rapport à ça, tu aurais, justement, on parle de temps, du coup, de ce temps de compréhension, d'avoir un vocabulaire commun, d'échanger sur les objectifs réciproques et les valeurs communes. Est-ce qu'il y a une règle sur le temps que ça prend de créer cette relation de confiance et de réussir à se comprendre, ou ça dépend de l'organisation voilà. Je pense que c'est de toute façon assez long et après, ça va dépendre aussi de la gouvernance d'un côté comme de l'autre, de comment se font les précisions, de la culture organisationnelle de chacune des entités. Chez les ONG, il y a plein de cultures organisationnelles différentes, chez les entreprises aussi. Et après, je vais aussi prêcher pour ma paroisse. Mon travail à Philanthropy Advisors, c'est d'organiser cette collaboration-là et d'aider à la discussion en connaissant les deux mondes, en fait, et d'articuler ça. Donc, le recours à une tierce partie pour organiser la discussion, ça peut être extrêmement utile parce que ça permet d'avoir au départ un partenaire de confiance à qui parler et à poser les choses avec qui poser les choses sur la table. Mais bon, voilà, c'est ma paroisse. Super. Merci beaucoup. C'est parfait, je pense, pour clôturer. Je vois plus de nouvelles questions et je vois quelques personnes qui commencent à partir. Donc, merci d'avoir tous été présents aujourd'hui. On espère que ça vous a donné en tout cas des clés de lecture pour vos réflexions justement sur ces partenariats ONG entreprises. On vous transmettra du coup, comme d'habitude, une sorte de synthèse de cet échange sous format infographie et vous aurez à disponibilité également la présentation de Vincent en format PPT et le replay de ce webinaire qu'on a enregistré aujourd'hui. Et j'ajoute le lien vers l'étude d'Ocha si ça intéresse les gens, c'est en anglais, mais ça peut être intéressant à lire parce que là j'ai fait un overview assez rapide de ça, mais c'est plus complet. Effectivement, merci Vincent encore. C'est tout l'intérêt également de Coexist. Je vais clôturer par ça, de faciliter justement ce lien entre ONG entreprises et d'avoir un cadre pour justement vous outiller, par exemple par cette expertise que nous a communiqué Vincent aujourd'hui de comment créer ces partenariats ONG entreprises et comment dépasser les intérêts financiers de ces partenariats-là. Donc, on vous invite à continuer également à nous suivre pour avancer dans vos réflexions, peu importe votre maturité par rapport au sujet sur ces partenariats ONG entreprises et comment les construire, les concrétiser. Pour cela, notamment, on a un grand temps fort le 13 octobre qui vise justement à répondre à toutes vos questions que vous aurez encore sur ces partenariats ONG entreprises, mais également à vous rencontrer autour de vos projets concrets, de vos activités que vous avez à l'international ou tout simplement si vous débutez votre réflexion sur ce point-là, de rencontrer des ONG, des entreprises qui ont le même type de réflexion ou qui ont eu ce même type de réflexion. Donc, vous recevrez bientôt l'invitation officielle, donc d'ici fin juillet, pour cet événement du 13 octobre, où nous espérons tous vous y retrouver avec plaisir. Merci encore à tous, et puis on reste à disposition pour toute question ou commentaires supplémentaires. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde.